Bonjour tout le monde. Bonjour Anne. Bonjour. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire à 14 heures au lieu de 13h30. Alors, on va espérer que cette nouvelle heure vous convient le mieux et puis que vous avez pu avoir l'occasion d'écouter le point de presse de notre ministre. Bon, maintenant, il n'en fait pas tous les jours, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors voilà. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui s'appelle « Prendre soin de sa santé mentale pour le bien-être des enfants ». Aujourd'hui, on va regarder ensemble, parce qu'on a traité un petit peu de l'anxiété aussi la semaine dernière. Là, on va le voir comment se protéger soi comme adulte pour arriver à mieux accueillir l'enfant, arriver à mieux l'accompagner dans ses stress à lui, parce qu'il y en a lui aussi des stress. Et comme dans une des capsules que j'ai déjà données qui s'appelle « Les enfants éponges d'émotions », ben effectivement, on veut s'organiser pour que les enfants soient pas pris au dépourvu avec notre propre stress comme adulte. Anne a disparu. Anne, est-ce que tu es encore là? Anne a disparu. Anne est partie. Écoutez, on va la faire venir. Ça sera pas long, elle va revenir. Elle devrait pas être bien loin. En attendant, ben, ça donne bien, j'avais plein de choses à vous dire. D'abord, une bonne nouvelle. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un webinaire et aussi les histoires du matin avec Émilie, dans le fond, c'est des services de plus qu'on a le plaisir de vous donner depuis le début de la pandémie. Rebonjour Anne. Je l'avais dit aux gens que tu n'étais pas partie bien loin. Fait que je n'étais pas stressée. Je savais que tu étais à quelque part dans Val-d'Or. Fait que, donc, c'est ça. Vous savez que ces services-là qu'on a le plaisir de vous donner de plus, on le fait gratuitement parce que pour nous, dans les valeurs de notre entreprise, ça fait du sens, c'est comme ça. Par contre, vous le savez, moi, Émilie, à toutes les fois qu'on est avec vous, on vous sensibilise au fait de redonner au suivant. Donc, nous, si Petit Enfance, on s'est abonné aux banques alimentaires, on s'est associé, avec les banques alimentaires du Québec dans la section des banques alimentaires du Québec, dans la section Cible Petite Enfance, il y a possibilité pour vous qui bénéficiez de des services qu'on vous offre gratuitement, ben si vous pouvez d'aller faire un don. Au départ, nous, on l'a fait avec tout notre cœur en se disant, écoute, si on est capable de ramasser 300$, ça va être ça, tu sais, écoute. Ben, dites-vous que, et là, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement. Il y a une dame des banques alimentaires qui nous a appelé lundi et qui nous a dit, écoutez les filles, vous avez réussi à ramasser 1 850$. Tu sais, fait que c'est pas rien, 1 850$. C'est plusieurs familles qui vont recevoir des paniers ou qui vont pouvoir se nourrir un petit peu mieux. Donc, moi, je vous remercie tellement du fond du cœur. Nous, c'était avec notre cœur. On s'était dit que, on perdait rien à l'essayer. Puis, vous avez répondu présent. Alors, merci beaucoup. L'association a encore lieu. Donc, si vous voulez continuer à donner, si vous pouvez, même un petit montant, c'est apprécié. Mais je tenais quand même à vous partager qu'en fait, ça fait vraiment la différence. Merci beaucoup. Ceci étant dit, la semaine dernière, avec justement ta collègue Joanie, Anne, oui. on a eu des difficultés avec ClickMeeting. ClickMeeting, en après-midi, même en avant-midi, c'est pas facile. ClickMeeting, dans le fond, c'est un logiciel qui nous permet de faire des webinaires comme ça. Et ClickMeeting a vraiment de la difficulté ces temps-ci parce qu'il y a trop de monde sur les Internet. Donc, ClickMeeting nous a déconnecté 2 fois. Fait qu'au bout du compte, il a fallu qu'on annule le webinaire. On s'est enregistré après coup et on vous a envoyé la formation par courriel. Alors, je tiens juste à vous dire que, admettons que ça arrive encore aujourd'hui, qu'on ne souhaite pas du tout, mais si ça arrive, on va procéder de la même façon. Autre chose, on est en télétravail, vous savez. Donc, Annick qui gère toute la patente technologique. Annick est à la maison présentement. Bonjour Annick, merci d'être là. Annick, si elle a des choses à me dire du genre ça griche, on t'entend pas, t'as 3 yeux, à ce moment-là, elle va me texter. Fait que si vous voyez taponner sur mon cellulaire, je suis pas en train de jouer à Candy Crush. Je suis encore avec vous, mais je parle avec Annick. Alors voilà. Fait que je pense que mes petites annonces sont faites. On est 1747 personnes. Fait que Anne, vu que c'est ta première expérience en webinaire, j'espère que tu vis
stress. Parce que comme ça, tu vas vraiment posséder ton sujet, hein, puis tu vas pouvoir nous en parler avec tout ton cœur et tes émotions. Ça fait de l'allure, hein? Oui. Oh non! Oh, il y a des gens qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Bon, écoutez, ceux qui ne m'entendent pas, là, vous avez deux solutions. Si vous êtes sur ClickMeeting, vous ne m'entendez pas, allez sur Internet, il y a un FaceTime. Pas un FaceTime, il y a un Facebook Live présentement qui a lieu. Fait qu'il y en a qui m'entendent mieux directement sur Facebook. Sinon, déconnectez-vous et reconnectez-vous, mais en utilisant Chrome au lieu d'Explorer. Fait avec Chrome, ça marche généralement tout le temps. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. C'est ça, on est 1747 personnes. Anne, donc, sur ces 1747-là, personne ne te connaît. Fait que dans un premier temps, j'aimerais beaucoup que tu te présentes à nous cet après-midi, que tu nous dises en quoi la santé mentale, c'est quelque chose d'intéressant pour toi. Ben en fait, moi, je suis psychologue là, avec une clientèle d'enfants, ados, jeunes adultes, puis leurs familles. Donc, je travaille avec tous ces gens-là dans différentes circonstances, différentes problématiques, différents parcours de vie qui font en sorte qu'ils peuvent demander là, des services. Donc, l'anxiété, puis même, on poursuit là, nos services à l'heure actuelle avec toute la situation liée à la COVID-19. Fait que c'est sûr que c'est tous des éléments que je travaille au quotidien là, avec les familles, avec les enfants. Je les accompagne un peu dans la gestion de leurs émotions, du stress. J'accompagne aussi les familles à ce niveau-là pour accompagner leurs enfants dans tout ça. Est-ce que tu as remarqué que ces temps-ci, avec la pandémie, il y a la réalité du stress est plus présente chez les familles que tu côtoies? Bien, actuellement, dans les familles que je côtoie, c'est pas si pire. Je pense qu'il y a des gens qui réagissent souvent de deux façons. Là. Ce que je remarque dans mes clients, soit d'un côté, ils vivent bien, ils vivent en famille, ils arrivent à en profiter, là, à voir un peu du positif dans tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a pour certaines familles pour qui c'est un peu plus difficile. Oui. L'adaptation se fait un peu plus difficilement, c'est moins facile. Ce qu'il faut dire, Anne, par contre, c'est que pour ceux qui savent pas où cible petite enfance est située, on est en Abitibi. Fait que, tu sais, on n'est pas à plaindre. Là. On a des grands espaces. Si on a besoin de prendre l'air, à part rencontrer un orignal, en tout cas, moi, chez nous, je rencontre personne. Fait que clairement, la distanciation sociale est facile. On va aux épiceries, puis tu sais, il y a pas 2 heures d'attente. On se sent quand même en sécurité, je trouve. En tout cas, moi, à mon avis, là, je sais pas toi, Anne, puis il n'y a pas beaucoup de cas non plus. Là. On n'est rien à comparer avec Montréal, Laval ou les grands centres. Là. Fait qu'à ce niveau-là, peut-être qu'au niveau stress, on est avantagé, là. Oui, tout à fait. C'est ça. Les gens, ils sont confinés, ils restent chez eux, mais on n'est pas dans une situation, en tout cas actuellement, où il y a beaucoup de contamination, puis où le virus est vraiment très présent. Oui. Bon. En tout cas, on va espérer que ça continue, puis on va espérer que si vous êtes dans une grande ville, bien, que ça s'apaise un petit peu, parce que là, hein, on veut que ça arrête un peu, là, ça. Alors, je vous invite à regarder avec moi les objectifs de notre rencontre. Alors, à la fin du webinaire, les participantes auront en main des outils pour mieux prendre soin de leur santé mentale dans le contexte de la crise actuelle, tenter de minimiser les impacts sur les enfants. À la fin de la rencontre, les participantes auront une meilleure compréhension du concept de santé mentale et de ce qu'elles peuvent mettre en place afin de maintenir un certain équilibre dans le contexte actuel. Alors, déroulement du webinaire, on en a parlé. Ah oui, questions-réponses. On va se garder du temps, Anne et moi, à la fin de la rencontre pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les écrire tout de suite quand elles viennent. Annick les prend en note et elle va nous les envoyer à la fin. Est-ce que tu es prête à commencer, chère Anne? Anne est gelée. Bon. Anne est gelée. Est-ce que moi, je suis gelée? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je suis là encore. Anne est gelée. Anne, est-ce que tu es avec moi? Tu es là? OK, bon. Donc, si tu es prête, vas-y. Oui. Est-ce que j'ai gelé? Oui. Oh.
Je t'entends plus, Mélanie, par exemple. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je pense que vous me voyez, mais vous ne m'entendez pas. Ah, vous m'entendez. Bon. Je suis rendue toute seule. On a perdu Mélanie. Bon, ben peut-être que je peux commencer à vous parler un peu de la santé mentale. On va voir si... Ah, le PowerPoint est revenu. Donc, on va voir si Mélanie revient avec nous ou si, en tout cas, comment ça va aller. Donc, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, là, c'est plus que de ne pas avoir de diagnostic là, de troubles mentaux. C'est vraiment une espèce d'équilibre en différentes sphères de notre vie. Par exemple, les sphères là, qu'on voit un peu sur le PowerPoint, la sphère sociale, la sphère physique, mentale, émotionnelle, spirituelle et économique. Donc, c'est un équilibre entre toutes ces sphères-là, puis un état de bien-être que la personne va ressentir par rapport à tout ça. Donc, c'est pas, comme je disais, juste de pas avoir de diagnostic, puis c'est pas non plus quelque chose qui est juste mental ou psychologique, mais c'est vraiment un ensemble comme dynamique de plusieurs éléments qui vont s'interrelier. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend pas. Bon. Qui vont s'interrelier, qui vont être interreliés, puis qui vont jouer ensemble. On va viser un équilibre dynamique. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que, mais parfois, on va avoir des bouts où ça va moins bien aller sur une sphère ou sur une autre. Puis, faut, dans le fond, viser à ce que, de façon générale, on se sente bien, c'est ça, plus globalement. Donc, aussi, on peut avoir un trouble de santé mentale, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir quand même un certain équilibre dans toutes les sphères que je viens de vous nommer. Donc, on peut être en dépression, on peut avoir une personnalité plus anxieuse ou faire de l'anxiété, mais quand même être capable d'avoir un certain équilibre dans ces sphères-là. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, c'est aussi une question d'équilibre. Je sais pas si je suis capable de les changer. Bon. Question d'équilibre entre différents facteurs.
Donc, on a les facteurs de stress, puis on a les capacités à faire face à ces facteurs de stress-là. Les facteurs de stress qu'on a, par exemple, ça peut être au niveau professionnel. Donc, est-ce que par rapport à la situation actuelle, par exemple, on a perdu notre emploi ou on est dans un état où on doit, par exemple, je sais pas, on travaille dans le système de la santé ou on travaille dans justement comme éducatrice, par exemple en CPE, on doit changer de milieu ou être réorienté, quoi que ce soit. Donc, on va vivre des facteurs de stress à ce niveau-là. Il peut y avoir des facteurs de stress aussi relationnels, c'est-à-dire, je sais pas, là, on est coupé, par exemple, de nos familles, de nos amis, notre vie sociale, elle a probablement changé. Si on est quelqu'un qui passe beaucoup de temps en général avec nos amis, notre famille, ben là, c'est sûr que c'est des choses qu'on doit revoir, qu'on doit vivre différemment, en tout cas. Les facteurs de stress aussi familiaux. Donc là, on est confiné avec nos conjointes, nos enfants. On passe beaucoup de temps, 24 heures sur 24, avec les mêmes personnes. Donc, à moins qu'on travaille encore, mais donc c'est des facteurs de stress qui peuvent s'accumuler. Les facteurs financiers aussi, si on a perdu notre emploi, si on a dû diminuer nos heures, si on a peut avoir plusieurs choses là, qui font en sorte qu'au niveau financier aussi, par exemple, ça peut... Oh, je pense que Mélanie est réapparue. Qui peuvent... Bonjour Mélanie! Excellent! C'est pas facile la connexion, hein? Ah, mon Dieu! Là, il va falloir dire au monde entier là, qu'à 2 heures, là, qu'ils nous laissent les connexions. Ça n'a pas d'allure, là. Ça fait 2 fois qu'on vit ça, là, c'est trop stressant. Ou il faut changer de sujet. Peut-être c'est le sujet du stress qui nous amène du stress. La semaine passée, c'était l'anxiété. Je sais pas. Mais écoute, tu as fait ça comme une grande, tu as continué malgré mon départ impromptu. Fait que, continue, je vais te rattraper pendant que ça va. Vas-y. Parfait, bien, excellent. Donc là, je venais de parler un peu des facteurs de stress qu'on peut vivre. Puis ça va être mis là sur une espèce de balance avec les capacités qu'on a pour y faire face. Donc, les capacités, on peut avoir différents types de capacités. Au niveau environnemental, par exemple, au niveau de notre environnement social, est-ce qu'on vit dans un quartier dans lequel on se sent en sécurité, on est bien, on est proche de nos voisins? Est-ce que... c'est ça, notre qualité de notre réseau social plutôt, pardon. Est-ce qu'on a des gens autour de nous? Est-ce qu'on est avec... c'est ça, on est entouré de notre famille ou on se trouve à quelque part où on est isolé de notre famille, de nos amis? Notre environnement physique, où là, justement, est-ce qu'on vit dans un quartier où on se sent en sécurité? Est-ce qu'on est bien où on vit? Tout ça. Et l'environnement économique, dans le fond, au niveau économique, comment c'est pour nous. Donc ça va être tous des facteurs environnementaux qui vont pouvoir nous aider là, au niveau de nos capacités. Ou nous aider, ou pas nous nuire, là, mais comme venir ajouter un poids, peut-être... ou nous empêcher là, d'évoluer de façon d'une meilleure façon. Il y a aussi des facteurs individuels. Donc, c'est notre perception de nous, notre confiance en soi, l'estime de soi, nos habitudes de vie. Est-ce qu'on est des gens qui sont actifs habituellement ou je sais pas, qui avons des bonnes habitudes d'alimentation au niveau du sommeil ou certaines oui, mais d'autres sphères, c'est plus difficile. Puis nos expériences de vie aussi, qu'est-ce qu'on a vécu comme personne tout au long de notre vie, ça vient beaucoup influencer nos capacités à faire face à différents événements. Puis ça peut influencer justement selon certaines sphères. Il y a peut-être des événements auxquels ça va être super facile pour nous d'affronter, puis d'autres, ça va être plus difficile, ça va venir réveiller des choses en nous qu'on n'a peut-être pas nécessairement réglées ou qui sont plus fragiles pour nous. Puis on a des facteurs biologiques au niveau de l'hérédité, par exemple. Donc, c'est ça. Tous ces facteurs de stress-là vont venir avoir un espèce de poids dans la balance. Puis, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les facteurs de stress qu'on vit. En tout cas, actuellement, nos facteurs de stress, on a très peu de contrôle dessus. On avait vu avec ta collègue la semaine passée qu'il y avait le ciné. Le C, c'était ce qui était contrôlable ou incontrôlable. Effectivement. La pandémie, c'est incontrôlable. C'est arrivé comme ça. Pouf, cadeau. Exact. Ouais. Puis ça vient affecter toutes sortes toutes les sphères de notre vie. Par contre, ça sur quoi on a du contrôle, ça peut être justement
sur notre mode de vie, sur comment on part, quelle image on a de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on entretient quand même nos relations ou on les entretient plus. Fait qu'il y a quand même un certain pouvoir qu'on est capable d'avoir dans tout ça pour nous aider à faire face à la situation. Mais ce qu'on veut viser, en fait, c'est d'essayer d'avoir suffisamment de capacité pour venir balancer le déséquilibre peut-être que, par exemple, la pandémie a pu créer là, dans nos vies. Et tout ça, ça a des impacts. Tout ce qu'on va vivre va avoir des impacts sur les enfants qu'on va côtoyer. Soit nos propres enfants, soit les enfants qu'on va avoir dans notre milieu de travail. Donc, les enfants, c'est comme des éponges d'émotions. S'ils sentent que l'adulte qui s'occupe de lui ou son parent pas bien, il est inquiet, il est stressé, il va le sentir. Même si le parent ne le nomme pas nécessairement, il va le sentir, puis il va réagir à ça aussi. Donc, c'est important d'essayer de maintenir une bonne santé mentale mieux qu'on peut, parce que si on est tellement envahi par notre peur, par notre anxiété, on ne sera pas disponible aux besoins de l'enfant. On ne sera pas à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de ce qu'il vit. Puis, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de répondre à ces besoins-là parce qu'on va être trop centré sur nous. Puis, ça va affecter aussi la qualité là, de notre travail comme parent ou comme éducatrice. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose, mais j'aimerais que tu valides ce que je vais dire parce que c'est pas moi la professionnelle ici, c'est toi. Tu sais, là, quand un adulte est stressé, comme tu dis, ça a un impact sur l'enfant, veut pas. Mais souvent, on a tendance à penser, ben si je suis stressée, je vais stresser mon enfant. Mais c'est pas nécessairement la réaction, je pense, qu'il va avoir, parce que j'ai souvent vu des gens stressés qui s'occupaient d'enfants et les enfants réagissaient, par exemple, en sentant de l'insécurité. Donc, ils s'accrochaient encore plus à l'adulte. Ou bien, ils démontraient des troubles, des problèmes de comportement. Fait que là, on s'attend à ce que l'enfant collabore parce qu'on est stressé, donc on est fatigué. Puis l'enfant, tout d'un coup, il collabore pas, tu sais. Mais il faut, je pense, comme adulte... C'est pire que d'habitude. Oui, hein? Fait que je pense que comme adulte, faut voir ça comme étant une réaction à notre propre stress et non pas seulement, ben là, aujourd'hui, il n'y a pas du monde. Je pense qu'il faut aller plus loin aussi parce que ça y appartient pas juste à lui. Il y a une part qui vient de nous aussi, là. Tout à fait, oui. Oui, puis l'enfant, comme tu disais, elle va pas juste réagir par du stress, il peut réagir par des comportements, il peut s'opposer, il peut faire toutes sortes de comportements qu'il va mettre en place pour justement montrer son inconfort, montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, il ressent quelque chose, il sait pas c'est quoi parce que ça vient pas de lui. Ben, en tout cas, ou ça vient pas juste de lui, là, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais effectivement, il va réagir de toutes sortes de façons à l'insécurité qu'il ressent de l'adulte avec lequel il va être, par exemple. C'est pas évident parce qu'on dirait qu'on tombe dans un cercle vicieux, hein? Tu sais, moi, présentement, là, je travaille à la maison. J'ai quand même, mes 2 garçons sont grands, là. Mais il reste que, par moment, j'ai l'impression qu'ils ont perdu toute leur autonomie. Ils viennent me voir, maman, tu sais, telle affaire. Oh, mais tu le sais, tu es capable de le faire d'habitude. Ouais, mais je m'en souviens plus. Ouais, mais c'est-tu vraiment ça où il est en train de m'envoyer un autre message, là? Tu sais, peut-être que là, présentement, il a besoin de moi, ou peut-être que là, il se passe de quoi, mais dans le lien avec moi. Fait que je pense que ça, faut pas faire semblant de pas le voir. Faut vraiment le comprendre puis se dire, moi, là, j'ai une part de responsabilité là-dedans aussi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas se taper dessus, c'est pas se taper sur la tête, juste en prendre connaissance, tu sais. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est un peu tout ça qu'on va parler dans la situation 1 aussi, je pense. Puis peut-être tu pourras revenir s'il y a des choses qui... Pas de problème. Fait qu'on y va avec la 1? Qui font du sens avec ça. Oui. C'est-tu celle-là? Oui. Quelles sont les meilleures stratégies pour ne pas me laisser envahir par la peur et l'anxiété liées à la pandémie et pour ne pas transférer mon malaise aux enfants? Est-il adéquat de ressentir de la peur ou du stress? Dois-je mettre mes émotions de côté pour montrer à mon enfant que je suis confiante dans le contexte, même si c'est pas le cas? Il n'y a rien là, la pandémie. Personne ne va mourir de ça, là. Il n'y a rien là. C'est pas un problème. Inquiète-toi pas avec ça, là. Regarde, moi, je suis pas inquiète par tout. C'est bon? Non. Ça pourrait être amélioré. Tu sais, dans le fond, je viens de vous dire que
il faut faire attention à comment on va réagir. Par contre, c'est ça, ça veut pas dire que c'est pas normal de ressentir de la peur, que c'est pas normal d'être inquiet par rapport à la situation. Puis il y a la situation, puis il y a tout ce que ça nous crée aussi dans nos vies, de nouveau, de différent. Ça demande beaucoup d'adaptation à toutes les situations qu'on vit. Fait que c'est ça c'est normal. Par contre, c'est ça, on n'est pas des robots, mais les enfants vont être très, très sensibles à comment on va réagir. Puis ils apprennent beaucoup de comment on réagit, puis dès un très, 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 très jeune âge. Fait que je pense qu'il faut faire attention à voir dans la façon qu'on réagit. Est-ce que c'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants aussi? Est-ce que c'est ça qu'on veut leur transmettre? Ou on a envie qu'ils arrivent à bien gérer les situations, à bien vivre leurs émotions? Si l'enfant, il sent que son parent, il est pas en contrôle de ce qui se passe, qu'il comprend pas trop qu'est-ce qui arrive, il va se sentir effectivement insécure, il va réagir par toutes sortes de comportements. Puis, il va peut-être apprendre que les émotions, c'est dangereux. Ou c'est lourd, c'est négatif. Oui, exactement. Oui. Donc, il faut aussi faire attention à notre façon d'aborder les émotions à ce niveau-là. C'est ça. Faut essayer de pas trop réagir, mais essayer au mieux de tenter de réguler nos émotions, d'essayer de calmer ça. Puis ça veut pas dire de pas les ressentir. Ça veut pas dire non plus de les tasser, mais ça veut dire de les gérer d'une façon qui va être adéquate, y faire face, mais sans que ça vienne déborder dans nos vies ou quoi que ce soit. En service de garde, Anne, là, on utilise... par moment, c'est sûr. Oui. En service de garde, Anne, on utilise beaucoup le domaine social et affectif en disant c'est important que comme éducatrice, on soit un bon modèle. Donc, de nommer nos émotions, d'amener les enfants à nommer leurs émotions, relativiser tout ça, rendre ça normal. Tu sais, t'es fâché présentement, tu fais une crise de bacon, tu as le droit d'être fâché, c'est correct d'être fâché. Maintenant, viens, on va trouver une meilleure façon de le démontrer. OK? Fait que, est-ce que tu penses qu'on peut utiliser ces mêmes stratégies-là avec le stress, par exemple? Moi, par exemple, je suis une mère, je sais que je pourrais dire à mes garçons, écoutez, moi, là, la pandémie, première fois, je vis ça comme vous autres, puis oui, ça me stresse, puis oui, je suis pas confortable là-dedans, mais j'essaie de vivre le mieux possible en me gardant du temps de qualité à tous les jours avec vous, en ayant du plaisir avec vous, en se gardant une routine, en continuant à faire des devoirs pour que le cerveau fonctionne, tu sais. Fait que je me donne des outils. Vous autres, vous pourriez faire quoi? Ça aurait-tu de l'allure de procéder comme ça? Ben exactement. Oui, je pense que c'est une très bonne façon. Tu sais, c'est pas de cacher à nos enfants comment on se sent, c'est de le nommer, mais quand on est en contrôle suffisamment de nous-mêmes, de nos émotions, de ce qui se passe en dedans de nous. Parce que si ça déborde, si on est envahi, mais là, ça sera pas mieux. L'enfant ne comprendra pas nécessairement plus. Mais effectivement, quand on est plus calme, d'en parler, de nommer comment on se sent, de normaliser, puis c'est justement un bon moment pour aller aussi valider les émotions de notre enfant, de nos enfants, puis les faire parler par rapport à comment ils se sentent. Eux aussi, ils ressentent toutes sortes de choses, puis selon leur niveau puis leur âge, mais ils vont être capables de verbaliser un peu plus. Puis on va mieux, les deux, on va mieux comprendre. Autant l'enfant va mieux comprendre ce qui se passe chez son parent, autant le parent va mieux comprendre ce qui se passe chez son enfant. Ah oui, les faire verbaliser. Moi, je privilégie beaucoup les questions ouvertes. Comment tu te sens? Plutôt que des questions fermées qui induisent des réponses. T'es-tu stressé? Oui. Là, l'enfant qui n'était pas stressé va dire, mais si maman me pose la question ou si mon éducatrice me pose cette question-là, c'est peut-être parce que je devrais être stressée. Fait que, tu sais, peut-être y aller plus avec des questions ouvertes, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Oui, tout à fait. Mais, on apprend à les connaître aussi, les enfants, puis des fois, quand on le demande, puis qu'ils le savent, parce qu'il y en a qui le savent pas. Comment c'est normal, c'est difficile de le reconnaître. Ben oui. Ouais. Puis effectivement, de commencer avec une question ouverte, je pense que c'est très bien. Mais quand l'enfant, il sait pas, puis que nous, on pense qu'on peut le savoir, tu sais, sans dire « Ah ben là, t'es stressé », ben de dire « Mais est-ce que ça se pourrait que tu sois stressé ou que tu sois fâché? » ou tu sais, de soumettre des idées, puis peut-être, à force de l'entendre, à force de... Il va finir par faire des liens, son cerveau va faire des liens avec « Ah, quand je me sens comme ça, parce que je suis fâchée », fait qu'éventuellement, il va être capable de le nommer oui, c'est bon. Ouais. Mais c'est vrai que nos enfants, ils savent pas. Même nous, en tant qu'adultes, là,
On se sent pas tout le temps. Je sais que toi, t'aimes pas ça comme psychologue qu'on dise ça, mais des fois, on a tellement d'émotions en dedans nous qu'on n'est même plus capable de savoir c'est laquelle qui prime. Tu sais, des fois, ça peut nous arriver de pleurer, mais on pleure pourquoi? Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est fâché, parce qu'on est juste... des fois, on le sait même pas. Fait qu'imaginez les enfants, tu sais, qui n'ont pas le petit cerveau développé encore, puis c'est pas évident, là, pour eux, mais il faut le faire pour eux quand même, là. C'est important quand même de faire cet effort-là, là. Oui, puis effectivement, on ne sait pas toujours, puis je pense que c'est pour ça aussi, puis un premier pas pour essayer de ne pas transférer notre malaise aux enfants, puis d'essayer de gérer nos émotions, je pense que c'est de prendre un temps pour réfléchir à comment on se sent. Est-ce qu'en ce moment, je suis impatiente parce que j'ai le goût d'être toute seule, puis là, je suis pognée avec ma famille tout le temps, puis je suis plus capable. Oui. Alors que d'habitude, j'avais des temps pour prendre du temps pour moi, faire des choses que j'aimais. Sans se sentir coupable de ça, là. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas parce que j'ai peur de ce qui se passe? Mon travail est incertain, je dois faire face à tous les jours à des choses inconnues, c'est du nouveau, on sait jamais le lendemain qu'est-ce qui nous attend. Oui. Tu sais, il peut y avoir plein de choses qui vont faire en sorte qu'on va être, par exemple, plus irritable. Oui. Mais de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, puis de voir qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça. Puis après ça, quand on est capable de le savoir, par exemple, j'ai besoin d'être toute seule, bien là, à ce moment-là, peut-être je suis capable de mettre en place, de demander à mon conjoint, ma conjointe de prendre 20 minutes avec les enfants. Je vais aller faire une petite marche dehors ou quand ils vont être couchés, je vais prendre un temps pour moi. Si j'ai peur, bien peut-être je vais pouvoir en parler à des gens qui pourraient me répondre, aller m'informer. Tu sais, une fois qu'on sait comment on se sent, une fois qu'on est plus capable de déceler un peu qu'est-ce qui se passe, mais ça nous permet de pouvoir agir là-dessus. Oui, tellement. Puis faire face à ça. Tellement, c'est vrai. Est-ce qu'on y va avec notre petit résumé de cette section-là? Oui, on pourrait. Ah, mais j'ajouterais peut-être juste... Ben vas-y, ajoute. Que les enfants, on l'a dit un petit peu, mais oui, les parents, on va transférer à nos enfants nos émotions, les parents ou les éducateurs, les adultes, n'importe quel adulte en relation, en contact avec l'enfant. Mais l'enfant aussi, en ce moment, il vit plein de choses. Il est amené à vivre toutes sortes de changements comme l'adulte. Puis, ça fait en sorte que lui aussi, il va réagir, sans réagir à nous, mais un peu comme tu as dit tantôt, Mélanie, il va réagir à ce qui se passe dans sa vie. Il comprend pas. Il comprend pas nécessairement. Puis, il a peut-être hâte, lui, de retourner à la garderie parce qu'il aimait son éducatrice. Puis il aimait ses amis, puis là, il les voit plus. Sans lui, grand-papa, grand-maman. Ah oui. Puis effectivement, il faut être attentif à tous ces petits signes que l'enfant peut donner là, être sensible à ça pour pouvoir... Parce que ça aussi, il va vivre ça, puis là, il va réagir à comment lui se sent. En plus de réagir à comment nous, on se sent, puis là, ça va augmenter, puis là, nous, on va réagir à comment... En tout cas, ça fait une espèce d'effet domino qui fait en sorte qu'à un moment donné, on comprend plus rien de ce qui se passe, puis ça nous déborde, ça nous envahit. Fait que c'est ça. Je pense que c'est important aussi d'être attentif à comment l'enfant se sent, puis d'aller valider ses émotions, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider là-dedans. Super. Donc, ce qu'on retient, on prend conscience de comment on se sent, de nos besoins, maintenir une routine pour vous, mais aussi pour les enfants, bien s'informer, se déconnecter des médias, choisir nos médias, effectivement. Oui, choisir les moments aussi. Les moments, pas devant les enfants. Quand on entend en boucle les mêmes nouvelles, puis que c'est toujours des choses négatives, mais ça vient aussi comme nous activer que c'est vraiment dangereux, c'est vraiment. Puis je dis pas que c'est pas dangereux, là. Effectivement, c'est une situation tout à fait inquiétante. C'est limite. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on entend dans les médias, c'est souvent le pire, puis c'est pas que ça qui se passe non plus. Fait qu'il faut faire attention. Effectivement. Faire des activités qui vous font du bien et maintenir des occupations. On passe à la prochaine situation. Anne, si tu le veux bien. Je suis éducatrice à la petite enfance. Chaque jour, lorsque j'entre travailler, j'ai peur de me faire contaminer puis de transmettre le virus à ma propre famille lorsque je reviens à la maison. Comment mieux gérer cette situation? Bien là, on donne l'exemple, dans le fond, pour une éducatrice, mais si on a des parents avec nous présentement puis que vous êtes en emploi, moi, mon conjoint, il est parti à la mine. Bon, ben ce soir, quand il va arriver, c'est quoi? Je lui demande-tu de se déshabiller dans le portique ou je garde 2 mètres avec lui ou je me dis, bon, un moment donné, il faut contrôler. Tu sais, il y a tout ça là qu'il faut gérer aussi, là. Oui, puis on va être confronté probablement de plus en plus à ça
avec le déconfinement qui va commencer à peut-être... ça s'en vient, là. Éventuellement. Oui, ça s'en vient de plus en plus. Exact. Fait que c'est sûr que c'est des situations qui sont pas évidentes, qui peuvent engendrer beaucoup de craintes, des frustrations parfois, qui peuvent vraiment venir réveiller plusieurs choses en nous. Encore une fois, je pense que la clé, c'est vraiment d'essayer de reprendre du contrôle, d'agir sur la situation au mieux qu'on peut. Ça peut être, par exemple, de respecter au mieux qu'on peut les consignes qui sont émises par les autorités. Faire de notre mieux, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter, par exemple, de se faire contaminer. Ça ne veut pas dire que si on fait tout ce qui est en notre pouvoir, ça n'arrivera pas. Mais au moins, on aurait essayé de mettre en place des choses pour pas que ça arrive. Je pense que c'est vraiment de faire de son mieux puis essayer de reprendre du contrôle sur ce sur quoi on a. Parce que on peut aussi ruminer ou tourner en boucle toutes nos peurs, toutes nos anticipations, toutes nos craintes, mais ça aidera pas nécessairement. Ça va faire en sorte qu'on va se sentir envahi par ça, qu'on va juste penser à ça. Notre vie va tourner autour de ça. Puis on ne sentira pas qu'on a le contrôle. On va se sentir impuissant dans tout ça. Puis c'est pas à ce moment-là qu'on va bien se sentir dans notre corps, dans notre tête. Puis qu'on va... Ça sera pas nécessairement positif sur notre état général parce que ça va juste augmenter là, nos peurs. Moi, Anne, là, est-ce que je pense que j'ai bien fait? Moi, j'ai choisi dans cette crise-là que mon meilleur ami, ça va être les faits que les faits. J'ai décidé ça, moi, dans la première semaine. Fait que j'écoute le point de presse. Tu sais, le point de presse du ministre, ça dit tout, là. Je veux dire, le résumé, il est là. J'essaye de pas écouter trop les nouvelles qui disent dans telle région, il y a une personne qui avait 5 ans et elle est décédée pareil. Tu sais, voyons. Puis les statistiques m'aident beaucoup aussi. Tu sais, je me dis, si moi, là, je suis malade, là, statistiquement, à l'âge que j'ai avec l'état de santé que j'ai, c'est quoi mes chances de m'en sortir? Puis, Caroline, ça me fait du bien de savoir que j'ai quasiment 100% des chances de m'en sortir, même si je tombe malade, puis que les chances sont très faibles que j'aille à l'hôpital, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'aide aussi à relativiser tout ça qui est bien trop émotif si je me laisse aller. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement. Puis je pense qu'on a chacun notre niveau de tolérance à ce qui se passe. Je pense qu'il y en a pour qui c'est vraiment, vraiment, vraiment envahissant, vraiment, vraiment anxiogène. Puis pour d'autres, ben c'est comme c'est moins pire. Puis on le voit là dans les nouvelles, il y a des personnes âgées à l'extérieur qui ont aucun problème avec ça, par exemple. Puis ils se sentent bien, puis ils n'ont pas peur. Puis je dis pas qu'il faut sortir, là, mais je veux dire que le niveau de tolérance varie vraiment d'une personne à l'autre. Puis je pense qu'il faut se respecter dans notre niveau de tolérance, dans ce qu'on est, pour maximiser nos chances de bien se sentir, en fait, puis de faire face à la situation de façon le plus sain possible. Puis si, ça, c'est d'écouter que le point de presse, que les faits, oui, c'est une bonne solution. Que de tourner en boucle, effectivement, l'enfant de 5 ans qui est décédé. Parce que quand on voit ça, effectivement, on peut se dire, là, les enfants peuvent mourir, puis ça nous donne des perceptions un peu biaisées aussi. Puis c'est vrai que les enfants peuvent mourir, mais c'est pas tous les enfants, puis ils sont beaucoup moins à risque. Donc, OK. Effectivement. Puis je pense que c'est important aussi de se rappeler que c'est temporaire. Ah oui, c'est vrai, on oublie ça, hein? Ça va durer. Oui. Notre vie est pas comme là. Ça sera pas tout le temps ça, là, éventuellement. Mais il y a quelque chose qui est difficile, Anne, c'est qu'au départ, ça nous est tombé dessus, ça, cette pandémie-là, OK? Là, il y a eu ce stress-là on connaît pas ça, on a peur, on sait pas ce qui va advenir de nous. Après ça, on a été en confinement. Après ça, les régions ont été bloquées. À chaque fois, ça rajoutait tout le temps. Au moment où on commençait à dire, OK, je vais accepter cette situation-là, ça va pas pire. Tu sais, l'être humain qui est fait sur le 21 jours, là, que ça fait 21 jours, ça va pas pire. Là, tout d'un coup, là, on rajoute d'autres choses. Là, là, les écoles vont ouvrir. Ah, mais là, moi, j'ai 2 enfants. C'est, tu sais, là, qu'est-ce que je fais? Je vais les envoyer à l'école ou pas? Tu sais, on dirait que le moment présentement est vraiment propice à ce qu'on soit en déséquilibre tout le temps. Puis, je suis pas en train de chialer, je suis en train de faire un constat, là. Tu sais, pour les gens là, qui trouvent ça difficile puis qui ont moins d'outils par rapport au stress, écoute, ça doit être invivable là, parce que ça arrête jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui vient rajouter à notre tentative de confort qu'on s'installe tranquillement.
Oui, puis je pense que ça va continuer aussi, Oui. justement, avec le déconfinement. Oui. Où on va faire face, on doit s'adapter constamment à des choses qu'on n'est pas habitué, puis peut-être on reviendra pas à un niveau comme avant non plus, la réalité sera peut-être un peu différente. Ça reste que, c'est ça, je pense qu'il faut quand même se dire que c'est temporaire, puis qu'on va éventuellement on va passer à autre chose. Clairement. Puis qu'on va peut-être sortir un peu grandi. On peut se passer de cette on va sortir plus expérience-là. fort, c'est sûr, parce que si ça vient à nous arriver à nouveau, on va être beaucoup plus outillés, là. On va savoir qu'on l'a déjà fait une fois puis qu'on est capable de passer au travers, là. Ouais. En tout cas, moi, j'y crois. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être encore plus difficile selon notre capacité à faire face au stress déjà. Puis peut-être que notre stress déjà, peut-être que ce qu'on vivait avant la pandémie venait déjà déséquilibrer notre balance au niveau de notre santé mentale. Puis ça fait juste en ajouter que c'est pas tout le monde qui est parti du même point. C'est vrai, ça, hein? C'est d'autant plus important, je pense, de respecter nos limites puis d'essayer. Tantôt, tu disais, est-ce que je vais envoyer mes enfants, est-ce que je vais pas les envoyer? Ben, je sais pas ça va être quoi les directives, je sais pas qu'est-ce qui va devenir là, des consignes, mais je pense que d'un côté, il faut faire quand même confiance aux autorités puis se dire que s'ils nous disent de retourner nos enfants à l'école, c'est qu'ils pensent que c'est suffisamment sécuritaire. Par contre, je pense que c'est ça, si on est à risque, puis qu'on a l'opportunité de pouvoir le garder avec nous, puis que c'est dans les... C'est ça, tout ça est variable, je pense, puis il faut respecter les limites qui on est dans tout ça. Ben, je pense qu'il faut se respecter soi et respecter les autres dans leurs différences aussi, puis c'est bien correct, hein? Oui, exact. Donc, ce qu'on retient, focaliser sur ce dont on a le contrôle. On n'a peut-être pas beaucoup le contrôle présentement, mais on peut au moins aller en chercher un petit peu, en se faisant une routine, en s'obligeant à avoir du plaisir, comme moi, là, je me suis dit, moi, j'aurai le contrôle sur ce que j'écoute. Fait que je vais essayer de choisir vraiment mes informations. Se rappeler que la situation est temporaire. Oh oui, on veut. Et discuter nos inquiétudes avec les bonnes personnes, les gens qui nous font du bien, puis oui. Ouais. Puis faites attention, des fois, on va aller en parler à notre ami qui est aussi stressé que nous, ou notre conjoint qui est aussi stressé que nous, puis ça va nous contaminer, c'est contagieux. Oui. Le stress, la peur. Oui. Fait que on va en parler, puis là, finalement, on va s'en sortir, on va sortir de cette discussion-là encore plus activée que quand on l'a commencé. Fait que c'est vraiment important de faire attention à qui on en parle. Puis si on a des gens autour de nous qui vivent bien ça, qui font face de façon plus, mettons, c'est plus facile pour eux que pour nous, mais on peut aller voir qu'est-ce qu'ils font qui les aide à aller essayer de discuter. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, les enfants, ils nous prennent comme modèle, mais il n'y a rien qui dit que nous, on n'a pas besoin de modèle positif aussi, là. Tout à fait. Quand on le fait pour nous, ben, ça a une influence sur les enfants aussi parce qu'on va mieux. Situation 3. Je suis un parent et je dors mal puisque je vis de l'anxiété liée à ma situation financière. Comment arriver à ne pas trop anticiper la journée du lendemain? Est-ce que le fait d'anticiper m'aide à mieux gérer la situation? Quand on anticipe, là, on a-tu plus le contrôle? Ouais. Je pense pas. Hein? Je pense que c'est normal d'anticiper. Non. C'est normal d'anticiper, c'est normal d'avoir peur. Quand on reste dans l'anticipation, par contre, justement, on reste un peu dans l'impuissance, puis on n'est pas dans on n'est pas toujours dans des peurs qui sont rationnelles, dans quelque chose sur lequel on peut agir. Fait que je pense qu'encore une fois, c'est important de prendre conscience de comment on se sent, de voir qu'est-ce qui nous inquiète, de se demander si c'est rationnel ce qui nous inquiète. Est-ce que ça m'aide à progresser? Est-ce que ça m'aide à avancer? Ou ça fait juste me faire figer parce que là, je suis tellement stressée que je sais plus quoi faire. Je suis plus capable de rien faire d'autre que de me questionner sur ma situation financière, par exemple. Puis peut-être ça peut être bien de prendre un moment pour s'asseoir, pour réfléchir à comment on peut se mettre en action pour essayer de reprendre du contrôle sur la situation. Là, c'est par exemple financier, là, mais ça peut être de voir est-ce que je suis capable de répondre à mes besoins. Est-ce que je suis capable, mettons que j'ai perdu mon emploi, puis je sais pas, là, j'ai pas accès à l'aide gouvernementale, ben là, est-ce que je suis capable de nourrir ma famille?
Ben si oui, mais que je dois me priver de certaines choses que j'aimais bien acheter avant, mais que, bon, là, pour quelques semaines, ça va être... je vais prendre d'autres produits, d'autres choses. Ben déjà, peut-être ça peut nous ramener un peu dans la réalité ou nous faire réaliser qu'on manquera de rien. Si on manque de quelque chose, ben là, à ce moment-là, comment je peux faire pour faire face à la situation? Tu sais, justement, il y a plein de programmes qui se mettent en place actuellement, autant au niveau gouvernemental, les institutions financières. Je pense que les gens sont quand même sensibles à ce qui se passe de façon générale. Donc, peut-être d'aller voir les services qu'on peut utiliser, les ressources disponibles, le support qu'on peut avoir. Puis c'est sûr que la nuit, parce que là, c'est par rapport à si je dors mal. Tu sais, c'est parce que c'est la nuit qu'on cogite, c'est bien. Le hamster, il serait... Ben oui, tout à fait. Fait faut se demander la nuit, c'est-tu pertinent que je pense à ça? Puis je le sais que je dis ça, puis c'est pas facile à faire. C'est pas... on se dit ça, puis on se rendort. Mais peut-être, justement, se prendre des notes, avoir un petit calepin, si on le sait qu'on est plus fragile à ça, avoir un calepin à côté de notre lit, écrire ce qui nous inquiète, puis le lendemain, on réglera ça. La nuit, on ne pourra pas rien faire. Il n'y a rien qu'on peut faire la nuit pour nous aider à mieux se sentir. À part peut-être essayer de se changer les idées, mais je pense que c'est important, par exemple, le lendemain, quand on a très mal dormi à cause d'une situation, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se rassurer, puis pas que ça se reproduise ensuite. Puis encore une fois, de maintenir une bonne routine au niveau du sommeil, entre autres. Si on dort mal, mais c'est important de garder une routine de sommeil, de continuer de se coucher à des heures pas trop tard, de se lever le matin, d'avoir une routine. De se fatiguer physiquement et psychologiquement aussi, en se gardant en bonne santé cognitive, puis en faisant de l'activité physique, c'est clair que ça peut pas nuire au sommeil, là, ça aide. Là. Exact. Puis si, je sais pas, si quand on boit un verre de vin, ça a des impacts sur notre sommeil, mais peut-être pas le boire quand on se sent plus stressé, Fait que vraiment de voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait mieux dormir, puis essayer de jouer là-dessus. Oui. Autant sur ce qui nous stresse que sur les facteurs autour de notre sommeil qu'on peut mettre en place pour nous aider à ce niveau-là. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on retient, il y a des moments pour chaque chose, puis la nuit, c'est le moment de dormir. Se questionner ce qui nous fait peur et ce qu'on anticipe, s'informer sur les programmes disponibles au besoin. Au final, prendre conscience de nos émotions pour arriver à mieux les réguler, ne pas les faire subir à nos enfants, se concentrer sur ce dont vous avez le contrôle, donc maintenir des activités qui nous font plaisir et maintenir une routine et des contacts sociaux virtuels. Et ensuite, dans le fond, c'est d'aller agir sur toutes les sphères qu'on a vues au début au niveau de la santé mentale. Oui. Essayer d'aller comme tout rééquilibrer, ce sur quoi on a du contrôle, puis après ça, le reste suivra ou au moins sera un peu rééquilibré à ce niveau-là. Mais tu sais, là, Anne, là, je veux pas péter notre super bulle, là, mais je nous écoute parler, là, parce que tu sais, je nous écoute, là. Puis, tu sais, mettons que je suis une personne bien stressée puis que j'ai de la difficulté à être fonctionnelle présentement, j'aurais tendance à nous dire, à nous deux, mais c'est facile les filles de dire ça, là, nos routines, puis stresse pas la grande la nuit, puis tu sais, fait de l'activité physique. Ah oui, je suis dans la maison, je suis dans un appartement, un condo dans le centre-ville, je peux pas. Tu sais, c'est sûr que tu sais, on n'a pas les outils ultimes là pour. Mais en même temps, es-tu d'accord avec moi que juste le fait d'en prendre conscience, de le nommer, de s'en rendre compte là, qu'on va pas bien, puis que c'est du stress, puis pourquoi c'est comme ça, puis c'est quoi, sur quel élément on doit travailler, es-tu d'accord qu'au moins il y a 50% du problème de résolu? Ce 50%. C'est sûr que ça aide beaucoup. Mais c'est pas tout. Il faut aller plus loin. Non, pas du tout. C'est ça. Ouais. Puis effectivement, c'est ça, on n'est pas tous partis du même point au départ, puis on réagit pas tous de la même façon. Puis là, on parle de façon générale, là, mais très, très générale, mais c'est sûr et certain que ça touche pas tout le monde, puis c'est important de pas minimiser comment les gens peuvent le vivre,
mais c'est important quand même de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peu importe on est où, il y a certains petits pas qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux. Puis c'est en se concentrant là-dessus que je pense que ça peut aider. Oui. Puis d'ailleurs, là, dans notre résumé à la fin, ça disait « N'hésitez pas à demander l'aide d'une professionnelle au besoin ». Puis ça aussi, c'est important. Hein? Puis ça, le gouvernement a mis de l'aide aussi en place. Il y a possibilité encore de consulter de façon virtuelle. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, de centres qui continuent à le faire. Vous, chez Centre Défi aussi, vous continuez à le faire. Fait que, puis il y a des lignes d'écoute qui se mettent en vrai. place. Il y a des commissions scolaires qui mettent en place des services d'aide. Je pense que les gens ils se mobilisent quand même beaucoup. Oui. Fait que pas hésiter aussi à aller, c'est ça. Pas hésiter à aller vers ces services-là parce qu'effectivement, on peut être rendu plus loin que juste dire j'ai écouté 2 filles dire de mettre en place des stratégies, mais j'y arrive pas. Puis ça se peut, là, puis c'est correct. Tout à fait. Est-ce que tu serais prête, Anne, à ce qu'on ait voir quelques questions des gens qui nous écoutent? Oui. Super. Alors, Annick, bonjour. Je voudrais savoir si l'anxiété est plus présente dans l'ensemble de ces enfants 1-5 ans. Merci, Marielle. Wow, merci, Marielle. C'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que Anne va nous répondre. Bien, honnêtement, je ne saurais pas si c'est les enfants vraiment plus présent. Oui, c'est ça. En service de garde, le 0-5 ans, est-ce que nos enfants de 5 ans pourraient être plus anxieux que nos enfants de 1, 2, 3 ans? Peux-tu m'essayer, hein? Je pense que ça peut dépendre. Ouais, peut-être. Je pense pas. Je pense que les enfants vivent toute leur anxiété à leur manière. Mais c'est peut-être que le 5 ans va peut-être être capable de nommer « oui, je suis stressée », si on lui a montré « oui, c'est de l'anxiété ». On va peut-être être capable plus de poser les bonnes questions pour l'amener à se comprendre, tandis qu'un enfant de 3 ans qui vit de l'anxiété, ben, il va faire des crises. Puis on ne saura pas pourquoi il fait des crises. On va se dire, est-ce que c'est parce qu'il est fâché? C'est-tu parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer au niveau du langage, fait qu'il va mordre ou il va faire le bacon? Donc, ça va peut-être être plus difficile d'aider un enfant de 3 ans. Je ne sais pas. Toi, avec ta clientèle, tu as vu une corrélation au niveau de l'âge? Non? Non. Non, je n'ai pas remarqué nécessairement au niveau de l'âge. Je pense qu'effectivement, ça va dépendre de chaque personnalité, les milieux aussi desquels ces enfants-là proviennent. Oui. Est-ce que c'est des milieux dans lesquels ça a vraiment généré beaucoup de stress, puis là, eux aussi sont plus stressés, ou c'est des milieux où le stress n'est pas plus présent nécessairement. Oui, ça chamboule beaucoup de choses, mais de façon générale, ça va bien. Ils retiennent des choses positives de ce qui se passe parce qu'ils passent plus de temps avec leurs parents, même si c'est sûr que ça va avoir des impacts. Oui. Mais je serais pas prête à dire ça, mais ça pourrait peut-être, mais je suis pas certaine que ça l'aurait. En même temps, on essaie d'analyser la situation live, là. Mais en même temps, un enfant de 5 ans, là, il sait ce qui se passe, là. Il comprend capable de dire, il se passe la COVID présentement, puis c'est à cause de ça qu'on va pas voir grand-maman, puis c'est à cause de ça que faut que je me lave les mains souvent. Puis on est juste 2 amis dans mon groupe avec mon éducatrice, puis une autre éducatrice qui fait juste du lavage. Bon, il est conscient de tout ça. Mais l'enfant de 2 ans, il n'est pas nécessairement 1 an ou 2, il n'est pas conscient de ça. Fait que lui, le stress, l'anxiété qu'il vit doit être par rapport à un adulte, en lien avec un adulte stressé, j'imagine. Tandis que l'enfant de 5 ans, ben, il peut être stressé par un adulte stressé, mais il peut être stressé par la situation qu'il comprend, mais qu'il comprend pas toute, par exemple. Parce que lui, s'il entend à la télé qu'il y a eu des morts, ça se pourrait qu'il pense que tout le monde va mourir. Fait que peut-être qu'il est stressé de ça, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a plus d'enjeux avec un enfant qui comprend. Mais qui comprend pas tout. Avec un enfant qui comprend. Ouais, qui comprend que ça existe, tu sais. Je sais pas. Vous aviez une bonne question, en tout cas. Oui, c'est effectivement une bonne question. De solutions. Difficile aussi d'accomplir les besoins des enfants dans le contexte de distanciation dans les services de garde durant ce temps. Alors, comment faire? Mon Dieu, vous avez tellement raison. Ça ne doit pas être évident. Les enfants ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin... Je pense pas qu'en service de garde, vous êtes capable de faire la distanciation. Moi, j'y crois pas. Là. L'enfant qui tombe à terre, il va aller vous voir, c'est clair. Puis, effectivement. Oui.
Puis tu sais, je pense qu'il faut se rappeler qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que la santé, c'est comme le numéro 1. C'est comme si un peu, c'est comme si les besoins des enfants, en ce moment, ça passe plus au numéro 1. Alors qu'avant, peut-être, c'était plus au numéro 1. Le numéro 1, c'était le développement de l'enfant, répondre à leurs besoins. Oui. Présentement, leurs besoins, c'est qu'ils ne tombent pas malades, puis que nous, on tombe pas malade, c'est leur santé en premier. Oh oui, c'est clair, c'est clair. Exact. Ouais. Puis on peut se demander des fois comment on va faire pour maintenir la distanciation. Puis effectivement, comme Mélanie disait, je suis pas certaine que c'est toujours possible. Plus ils sont petits, en plus ils ont besoin de... Mais c'est ça, je pense qu'il faut quand même faire de notre mieux pour répondre à ce qui nous est demandé, en se rappelant que c'est temporaire, justement, puis que s'ils sont pas en santé, leur développement ne se fera pas non plus. Fait qu'on essaie de maintenir un peu, le plus qu'on peut, leur santé, la nôtre aussi, pour pas les contaminer, pour pas qu'ils nous contaminent. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment de se demander si on a fait tout ce qu'on pouvait dans la situation pour bien faire les choses. Puis, mais en même temps, probablement on va essayer de voir la situation autrement. Tu sais, moi, je regarde mon conjoint, là. Lui, là, c'est quoi qui le maintient en sécurité? Bon, c'est quand il rentre le matin à la mine, puis qu'on prend sa température, puis qu'on l'oblige à laver ses mains avec de l'eau dans une tente à l'extérieur. Après ça, il rentre. Puis après ça, une fois qu'il est dans son bureau, là, faut qu'il lave sa table avec des lingettes spéciales, puis il peut plus mettre sa bouffe dans le micro-ondes. Bon, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Puis il y a aussi la distanciation. Tout ça, c'est des stratégies pour le protéger. Vous, en service de garde, là, je pense pas que la distanciation est vraiment efficace dans votre cas. Fait que clairement, vous pouvez pas dire, moi, je me protège avec la distanciation dans mon milieu de travail. Non. Mais par contre, vous avez beaucoup plus d'autres stratégies que dans les entreprises autres qu'un service de garde. Par exemple, la désinfection, elle se fait bien plus systématiquement. Le milieu est bien plus aseptisé qu'ailleurs dans d'autres entreprises où est-ce qu'ils font juste, je passe une fois la lingette puis c'est terminé pour la journée, même s'il y a des collègues qui rentrent dans mon bureau, tu sais. Fait que dites-vous, là, essayez de voir sur quoi vous avez le contrôle. Vous l'avez peut-être pas sur la distanciation, mais tu sais, vous l'avez sur la désinfection, vous l'avez sur le lavage, vous l'avez sur bien d'autres affaires, tu sais. Votre service de garde a sûrement mis en place des trucs, par exemple, peut-être que le parent peut pas le droit de rentrer, peut-être que, je le sais pas, vous avez 1, 2 enfants, maximum 3 dans un local, ça aussi, c'est vraiment bien. Le matériel passe pas d'enfant à enfant d'un groupe à l'autre, tu sais. Fait que vous avez mis en place d'autres stratégies, mais la distanciation, malheureusement, elle sera pas bonne à 100% dans votre cas, mais vous en avez d'autres. Pour les enfants en trouble, en trouble d'opposition, TDA, etc., quelles sont les meilleures stratégies pour accueillir le retour de la famille en service de garde? Le retour dans quel sens? Le retour, probablement que c'est un enfant qui ne va plus au service de garde. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, là, c'est le lien relationnel. C'est le lien d'attachement que l'éducatrice a avec l'enfant. Peu importe s'il y a un trouble quelconque, un diagnostic quelconque ou que c'est un enfant qui n'a aucun diagnostic, moi, je ne fais pas de différence, là, OK? Le lien d'attachement, il doit être utilisé pour faciliter faciliter le retour de l'enfant en service de garde. Fait que si vous êtes capable de l'appeler, si vous êtes éducatrice, vous êtes capable d'appeler l'enfant, de tenir le contact avec le parent, 1 fois, 2 fois ou plusieurs, dépendamment de ce qui se passe dans vos milieux. L'enfant là qui est parti était propre. Quand il va revenir, peut-être qu'il sera plus, peut-être qu'il va avoir régressé. Vous devez savoir ça, c'est important. T'sais, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il ressemble à quoi maintenant cet enfant-là qui vous revient. Puis peut-être encore plus les enfants qui ont des défis particuliers. De savoir que vous êtes encore là, que vous pensez à lui, que vous êtes important, qui est important pour vous, que vous avez hâte de le revoir. Fait que déjà ça, je pense que c'est vraiment aidant. Ça peut aider vraiment l'enfant à revenir. Puis aussi peut-être avoir une discussion avec le parent avant de venir. Ouais, l'enfant, il est dans quel état? Qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure stratégie? Puis pas juste communiquer ensemble, mais avoir une collaboration ensemble pour que ça se passe bien. Puis si vous les connaissez bien, ces enfants-là, vous savez probablement aussi déjà ce qui a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a amené, par exemple, si on a un enfant qui est plus agité, tout ça,
plus, mettons, avec un profil un peu plus TDAH, mais qu'est-ce qui fonctionnait bien avant? Oui. Puis c'est sûr que là, il peut réagir à toutes sortes de choses, mais essayer de ramener ces choses-là aussi pour que... Mais c'est important qu'il retrouve cette stabilité-là qu'il y avait avant, qu'il retrouve ses repères, puis de ramener, c'est ça, ramener ce qui fonctionnait bien, puis ça va l'amener aussi à revenir dans ces mêmes habitudes, puis vous allez repartir. Tu sais, peut-être s'il avait fait un certain cheminement, il a peut-être reculé un petit peu, mais ça veut pas dire que tout le travail que vous avez fait avant n'existe plus. Il faut juste faire des efforts pour ramener ça puis, où on était rendu. C'est plate, Anne, ce que je vais dire, mais il va falloir que les éducatrices soient tellement patientes puis tellement en bonne santé psychologique parce que c'est pas vrai que, par exemple, dans 2 semaines, les 8 enfants vont être dans le local, là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir une rentrée progressive. On ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se faire, mais ça regarde qu'il va y avoir une rentrée progressive. Fait que l'enfant qui revient puis qui a besoin de stabilité, ben comme tu dis, on veut lui donner le plus grand, tu sais, l'encadrement, la routine dont il a besoin. Mais quand il va arriver, ben il va avoir juste 3 enfants. Puis 2 semaines après, il va peut-être en avoir 5. Fait qu'il va toujours être en ajustement, cet enfant-là, alors que son besoin, c'est d'une routine qu'on peut pas y donner. Tu sais, la stabilité, on pourra pas y donner au début. Fait qu'il va falloir... Mais il y a peut-être des repères. Oui, il y a certaines qui vont être là quand même. T'as raison. Puis qui vont l'aider. Tu sais, si la routine, elle reste la même, mais là, ben on est 3 enfants, ou c'est juste un peu plus long parce qu'il y a de plus en plus d'enfants. Oui. Mais on dîne à telle heure, puis c'est avec telle personne. Puis ça va quand même être ça va être très sécurisant pour l'enfant, même si il y a toujours des facteurs qui vont s'ajouter ou qui vont changer. C'est vrai. Puis de là, l'importance de nous être en bonne santé pour l'accompagner du mieux possible. Comment dire à l'enfant pourquoi on porte un masque? Ben, on peut l'expliquer. Oh, ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais les enfants sont au courant. Oui. Ils sont au courant qu'ils restaient chez eux, qu'il y a quelque chose qui arrive en ce moment qui fait en sorte que ça chamboule tout leur quotidien. Ben, leur expliquer dans des mots qu'ils comprennent. C'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais leur expliquer que c'est pour pas les contaminer, pour essayer de rester en santé, de pas leur transmettre le virus. Des fois on peut avoir attrapé la COVID, puis des fois, ben on tousse pas, puis on va bien, fait qu'on pense qu'on n'est pas malade, puis on se fait des câlins. Mais là, ben comme je ne sais pas si je suis malade, ben là, on met des masques pour te protéger toi, parce que ta santé, c'est important. Ouais, on y va avec des mots facilitants. Hey, mais sais-tu quoi, moi, ce que j'ai vu là à télé l'autre fois, là, j'ai vu tu sais, les infirmières, c'est sûr qu'ils n'ont pas juste le masque, hein, ils ont toutes, tu sais, les lunettes, puis c'est assez impressionnant. Hein, puis il y en a qui travaillaient avec des personnes âgées, puis ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles mettaient leurs photos d'elles, de leur visage avec un sourire. Hey, c'est beaucoup moins épeurant que de voir un scaphandre. Tu comprends? Puis tout ce qui est le lien, tout ce qui est l'humanité, on le perd avec ça, là. Fait que ces gens-là, ils ont collé sur leur jaquette avec du tape une petite photo d'eux, comme ça, tu sais, à l'état normal. Fait que pourquoi aussi on pourrait pas faire ça avec les enfants plus petits qui pourraient être très impressionnés par le masque, de juste, tu sais, avoir avec nous un petit badge puis notre photo, puis je sais pas, on pourrait faire ça aussi. Je trouve que ça apporterait un peu d'humanité dans toute cette patente-là. Truc pour bien gérer nos émotions afin de bien faire notre travail en service de garde. Carole veut des trucs. Oui. Des trucs pour bien gérer nos émotions. Je pense que je vais vraiment répéter ce que j'ai dit, je pense, tout au long de la présentation. Mais je pense que c'est de faire attention à notre rythme de vie à l'extérieur. Est-ce qu'on fait des choses qui nous font du bien? Est-ce que le soir, quand on rentre, on est capable de prendre du temps pour nous, faire des choses qu'on aime, d'aller marcher, d'écouter de la musique si c'est ça qu'on aime, de faire de la lecture, de prendre du temps pour soi, de se calmer, de parler aux gens qu'on aime, à nos amis, à notre famille. Essayer de maintenir un rythme de vie le plus sain, normal possible. Oui, le plus sain possible dans les conditions, dans les circonstances. Je pense que... Puis tu sais, il y a plein de ressources aussi là, sur Internet. Je pense qu'on peut aller consulter pour essayer justement de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se sentir. Mais c'est ça, c'est des trucs, c'est maintenir notre
notre rythme de vie le plus possible. Mais tu sais, ceux là qui sont, ça sera pas long, Annick, ceux qui sont abonnés là, à cette petite enfance puis qui suivent la formation avec nous, là, je le dis souvent, mais c'est pas, je le crois tellement. Moi, je radote dans la vie, Anne, OK? Mais c'est pas, j'y crois, tu sais, quand je radote. Mais tu sais, je vous dis souvent, tu sais, un menuisier, ça a des outils, puis quand l'outil il est plus bon, ils le jettent ou ils le font réparer. Mais nous, là, les professionnels de la petite enfance, là, on n'en a pas d'outils. On a notre corps devant les enfants. Fait que la seule façon, le seul truc d'être la meilleure professionnelle à la petite enfance possible, c'est d'avoir un corps en santé, d'avoir des émotions en santé, puis d'avoir un psychologique en santé. Fait que dans le fond, en se disant ça, ben dites-vous comment je peux avoir un corps en santé présentement. Ben je vais aller marcher, je vais aller prendre l'air, je vais aller prendre la vitamine D avec le soleil. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des émotions le plus en santé possible? Ben peut-être qu'il faut que je mette mon masque à oxygène avant le masque à oxygène de quelqu'un. Tu sais, peut-être qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Peut-être que je mérite ça, de me faire plaisir. Peut-être qu'il faut que j'arrête d'écouter ce qui est négatif. Peut-être que je dois me concentrer sur le positif. Après ça, si je veux être en meilleure santé émotive aussi, ben il faut que j'aille chercher le contrôle dans ce que je contrôle pas. Donc, il faut que je me fasse du bien. Fait qu'à partir de là, moi, je vous dirais, je pense que la clé du succès, là, c'est vous. Ça vient de vous. Ouais. C'est plate. Il n'y a pas de recette unique. Non. Ouais. Il n'y a pas de recette unique, puis vous devez trouver dans les ressources que vous avez, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous aide, puis essayer d'entretenir ça le plus possible. Oui. Pour se sentir mieux. Oui, effectivement. Et respecter vos limites aussi. Effectivement. Bon, puis si vous avez un animal de compagnie qui s'est échappé du bureau parce que tu fais un webinaire, par exemple, je dis ça de même, ben écoutez, flattez-le, c'est bon pour la santé. Aussi, effectivement. En tant qu'éducatrice, lorsque tu travailles avec des collègues qui ont très peur, comment les aider à gérer les émotions sans contaminer l'équipe? Je travaille à Montréal, merci. Oh, France, moi, j'avoue, hein. Ben, moi aussi, j'ai envie, Anne, de répéter, là, mais tu sais, pour vrai, là, faites attention à vous en premier. Dites-vous, au moins, moi, je veux pas être contaminée de cet état négatif-là. Fait que, bon, on met notre masque à oxygène avant celui des autres. Une fois qu'on a mis notre masque à oxygène, là, on peut aider les autres. Si vous sentez qu'il vous reste de l'énergie, vous n'avez mis ses enfants, ça va bien, il vous en reste encore, mettez-le sur vos collègues de travail. Mais sinon, je suis pas convaincue que c'est la meilleure affaire possible. Je pense qu'il faut vraiment garder toutes nos émotions pour soi, puis après ça, pour être là pour les enfants. Puis après ça, écoute, si on est un bon leader positif, si on est très fort psychologiquement, ben, aidons nos collègues, oui. Mais sinon, ben, tu sais, je pense que la gestionnaire de votre service de garde, c'est son travail aussi. Ouais, de s'assurer que tout le monde va bien, puis d'aller les inviter à consulter les services dont ils ont besoin. Je suis pas en train d'envoyer ça dans sa cour, là, tu sais. Je l'ai été gestionnaire, puis je sais que c'est lourd, mais en même temps, je sais que c'est ça notre rôle, tu sais. Fait que j'aurais tendance à répondre ça. Puis c'est sûr, ça dépend aussi comment vous le vivez. Tu sais, si vous vous sentez super bien, que vous n'avez pas nécessairement peur plus qu'il faut, que ça va bien de votre côté, mais peut-être vous pouvez les écouter un peu, puis essayer de leur apporter des pistes pour que eux reprennent du contrôle sur leur situation, sur comment ils vivent ça. Mais effectivement, si vous vous sentez aussi un peu envahi par tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à en parler, puis à se laisser contaminer. Puis Non. Protégez-vous. Le service essentiel nous fait rencontrer de nouveaux enfants qui ne nous connaissent pas du tout et vice-versa, effectivement. Comment rassurer les tout-petits dans notre anxiété à nous aussi? Sophie. Baissez au maximum votre anxiété. C'est la première chose. Vous pouvez en parler de votre anxiété, comme on parlait au début, tu sais, le nommer à l'enfant que à vous aussi, vous vivez beaucoup de changements en ce moment, que c'est des nouveaux enfants, que vous les connaissez pas, que eux aussi, tu sais, de parler un peu de comment vous vous sentez, encore une fois, dans des mots qu'ils comprennent, puis dans un langage qui est, quand vous, je sais pas comment dire, quand vous avez contrôlé votre anxiété, par exemple, par rapport à ça, vous l'abordez avec eux dans des mots qu'ils comprennent. C'est ça, puis amenez-les à s'exprimer sur comment ils se sentent.
selon l'âge qu'ils ont encore. Tu sais, vous savez, en service de garde, là, on a 4 domaines de développement à stimuler tous les jours, puis ça, c'est bien important. Mais moi, j'ai l'impression que dans le contexte actuel, là, on va probablement mettre plus d'énergie dans le développement social et affectif présentement. Tu sais, il faut que ça se passe bien. On est une petite gang. Il faut qu'on gère ça. On nomme nos émotions. On les respecte. On voit l'émotion de l'enfant. On est très empathique aussi au nouvel enfant qu'on accueille. Puis aussi, le développement moteur aussi, moi, j'aurais tendance à l'utiliser beaucoup parce qu'on sait que quand quelqu'un est stressé ou quand ça va pas bien, quand il y a des nœuds émotifs, ça passe par le corps beaucoup. Hein. On le sait que quand on fait bouger les enfants, ben ils se développent vraiment beaucoup. Fait que moi, j'aurais tendance aussi à les faire bouger beaucoup. Fait que, tu sais, miser sur les émotions, miser sur le corps, on bouge. Puis si on fait pas de bricolage, là, je pense que présentement, le bricolage, là, c'est pas nécessairement la priorité. J'ai rien contre le bricolage. On développe la motricité fine, la créativité, c'est parfait. Mais je pense que là, on doit y aller d'étape en étape. Puis quand on a un nouvel enfant, première étape, ben c'est de le rassurer, donc créer un lien significatif avec lui, puis lui permettre d'être capable après ça de partir en exploration. Mais pour ça, ben, il faut nommer des émotions, il faut l'écouter, il faut être là, il faut être en bonne santé, il faut être un bon modèle pour lui. Tout à fait. Que diriez-vous à une éducatrice très anxieuse qui a des parents atteints et décédés de la COVID? Oh my God! Qui fait partie des personnes à risque et qui est obligée d'aller travailler. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Écoute, ben qu'elle a raison d'être stressée. Ben oui, tout à fait. Puis d'aller en parler avec sa gestionnaire. Tu sais, si elle est obligée de rentrer, ben il y a sûrement des raisons qu'il faut comprendre. Fait qu'elle allait voir toutes ces raisons-là, qu'elle s'exprime aussi de la bonne façon, qu'elle nomme ses émotions aux bonnes personnes. Ben, je pense que la gestionnaire ou le gestionnaire, on parle toujours au féminin chez Cible, mais tu sais, qu'elle allait voir sa gestionnaire puis qu'elle lui en parle. Là. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas une situation qui est évidente. Non. Puis qui... Non, c'est quelque chose de difficile. Puis c'est pas... ça. Je pense qu'effectivement, il faut aller voir les bonnes personnes, parler aux bonnes personnes, s'exprimer le plus qu'on peut sur comment de la bonne façon. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour se protéger. Oui. Oui, effectivement. Puis utiliser les lignes aussi, les services qui sont là pour vous aider, parce que ça peut être quelque chose de... Le deuil, là, dans le contexte actuel, je pense que ça va être quelque chose qui peut être plus compliqué. On ne le vivra pas de la même façon. Ah oui, hein? Effectivement. Aller chercher des services, peut-être que ça peut être une bonne chose aussi. Oui, super. Écoute, Annick vient de nous envoyer dans une petite bulle. La période de questions est terminée. Hey, merci, Annick. Annick, d'habitude, elle ne nous l'écrit pas. Fait que là, on se dit, OK, prochaine question. Prochaine question, Annick. Bon, ben ça doit être fini. Mais là, Annick a décidé aujourd'hui qu'elle rendait ça clair. Écoute, es-tu pas géniale, notre Annick nationale? Hey, Anne, merci beaucoup. C'était pas évident parce que, tu sais, clairement, l'anxiété, le stress, les émotions, on peut pas généraliser ça. C'est du cas par cas. Puis là, on avait le défi, là, ben toi plus que moi, clairement, là, de faire une formation en essayant d'être le plus général possible, mais en outillant le plus les gens, mais d'un autre côté, en sachant que tu peux pas outiller personne à 100% parce qu'on n'est pas en train de faire un gâteau. Hein, on est en train de parler d'émotions, puis c'est tout le temps un gros défi à relever. Merci de l'avoir fait avec nous. Ça me fait plaisir. J'espère que ça leur aura pu donner des pistes. Ben clairement. De réflexion, en tout cas. Oui, puis je pense que c'est un bon complément aussi à la formation qu'on a eue avec Joanie la semaine passée, ta collègue. Ceux qui sont clients chez Cible Petite Enfance, Anne t'a fait une capsule avec nous il y a plusieurs mois, hein, connaître les principaux troubles de développement à l'aide. Et tu risques d'en faire une aussi avec nous cette année, là. En tout cas, c'est planifié. On verra ce que ça dit, là. Je me suis peut-être avancée trop, mais on verra. Donc, à ce niveau-là, vraiment, je te remercie de collaborer avec nous. C'est très apprécié. C'est toujours bien intéressant de t'entendre parler. Ça me fait plaisir. Alors, ben merci d'être avec nous. Click Meeting nous a lâché juste une fois. On est vraiment chanceuses.
Là-dessus, on n'avait pas le contrôle, fait qu'on a fait avec. Fait que, écoutez, merci beaucoup, en espérant qu'on vous ait donné un petit coup de main. Gardez le sourire. Je vous dirais pas que ça va bien aller, parce que on est tanné de se le faire dire, mais dites-vous que à quelque part, vous avez le contrôle, puis il y a moyen d'avancer de façon agréable. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir. Bye bye, Anne.